Allez, seconde réunion de l'année de notre G3 Bourse. Avec nous, fidèle au poste, le directeur des gestions diversifiées, épargne salariale et opportunités de Crédit Mutuel Asset Management, Jean-Louis Delay. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et félicitations, parce qu'après avoir remporté avec vos équipes la corbeille long terme épargne salariale de mieux vivre l'an dernier, j'ai vu que vous aviez été récompensé par le trophée d'or de la meilleure gamme de fonds diversifiés de nos camarades du Revenu cette année. C'était au mois de mai. Oui, c'est bien le cas, et merci surtout au travail des équipes. Ok, avec nous également Frédéric Leroux, le responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac Gestion. Frédéric, bonjour. Bonjour François. Et avec nous, c'est une première. On est ravis de le retrouver. Nous avions jusqu'à présent les équipes d'office. C'était Jean-Marie Mercadal qui venait ici. Jean-Marie est parti en Asie. Il lui a succédé à la direction générale en charge des gestions. Son agenda ne lui avait pas permis d'être avec nous. Mais on est ravis de vous accueillir. Éric Bertrand, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Allez, on attaque tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on s'est amusé tout à l'heure, en début d'après-midi, à mettre sur la page LinkedIn de l'émission une petite vidéo. C'était un peu une sorte de minute de notre premier G3 Bourse de l'année. C'était le 15 janvier, alors vous pouvez la regarder, vous pouvez même d'ailleurs liker la page si vous voulez avoir des infos régulièrement. Et Frédéric, dans cette petite vidéo, je vous posais une question en vous disant comment voyez-vous l'évolution des taux longs aux États-Unis. On était mi-janvier, les taux longs étaient à cette époque-là à 1,68%, et vous m'aviez peu ou prou répondu. Je vais être un peu extrémiste, mais on va monter à 3%. Et si on regarde ce qui s'est passé, on en parlait tout à l'heure avec Nadine Trémolière, le mois dernier, on est monté à 3%. Donc le sujet d'actualité, je vais vous demander presque de commencer par allumer la mèche. On a mis comme intitulé à ce débat, on ne parlera pas que de ça, mais ça sera quand même notre cœur principal, inflation, retour vers les années 70. Donc puisqu'on parlait des États-Unis, j'ai lu les commentateurs qui nous ont dit que finalement le pic d'inflation était passé aux États-Unis. On était à 8,5% au mois de mars, on était à 8,3% au mois d'avril. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Alors, la question est presque mal posée. Vous dites le pic d'inflation. J'aime bien l'idée du retour des années 70. Les années 70, c'est une succession de pics d'inflation. Donc vraisemblablement, on approche, on a fait le premier pic. On va redescendre, on va être déçu par la détente et on va repartir vers probablement une autre vague dans les petites années qui viennent. Ok, ce qui veut donc dire que dans votre esprit, l'inflation que l'on est en train de connaître n'est pas un phénomène ponctuel, mais un phénomène durable. Quasi structurel, puisque les tendances structurelles qui avaient empêché l'inflation d'exister pendant 40 ans se retournent. Allez, eh bien, c'est notre point de départ. Phénomène conjoncturel ou structurel. Éric Bertrand, votre sentiment ? Pour ma part, je ne vois pas un régime d'inflation très élevé se mettre en place dans la durée. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut payer cette inflation. Et pour moi, entre guillemets, il faut que le consommateur puisse payer cette inflation qui va donner plus de marge aux entreprises pour refaire une boucle au prix-salaire. Et là, je trouve deux écueils qui arrivent assez rapidement, outre les tendances de long terme dont certaines se sont inversées, que ce soit la délocalisation, la démographie un peu moins. Il y a un moment, pour l'instant, on finance tout ça en grande part par soit de la dette, soit de la consommation d'épargne. Les deux ont un terme, l'un par la charge d'intérêt, l'autre par son érosion mécanique. Et je pense qu'effectivement, on va avoir un reflux là, assez naturel et que les réaccélérations d'inflation induites par des chocs d'offres, en l'occurrence la dernière accélération avec l'Ukraine sur les matières premières, finissent par arriver à un point où on détruit de la demande si on ne la finance pas. Et je ne crois pas qu'on ait les ressorts pour repartir aussi rapidement avec, en toile de fond, des banques centrales qui ont une doxa un peu plus affirmée ou arrimée que dans les années 70. Ok, ça nous amènera à la question de savoir si effectivement l'inflation génère la récession. Jean-Louis, donc j'entends votre argument, ça va ralentir. Vous ne croyez pas un phénomène, un mouvement durable d'inflation. Jean-Louis, votre sentiment ?
Alors, moi, mon sentiment, c'est que l'inflation va être forte encore pour l'année en cours, qu'on est sur un plateau de l'inflation assez élevé, mais je partage assez la vue qu'à un moment donné, le consommateur va risquer quand même de tirer la langue, d'autant plus que on parlera après des banques centrales et de leur mouvement, enfin les conditions monétaires, on le sait, vont être amenées à se resserrer. Et c'est un sujet, la lutte contre l'inflation, c'est un sujet qui est maintenant un des objectifs principaux, ou si ce n'est pas l'objectif principal, des banques centrales. Donc dans ce contexte-là, normalement, on devrait avoir quand même un ralentissement de l'économie un petit peu plus tard, dans les trimestres qui viennent, et logiquement un peu moins d'inflation, mais plutôt en 2023, parce que d'autant plus qu'on aura des effets de base qui vont jouer. On a eu une forte inflation, on va avoir une forte inflation tout au long de 2022 probablement, et après, effectivement, en 2023, on aura un effet de base plus favorable qui provoquera un ralentissement de l'inflation, mais qui probablement restera toujours bien au-dessus de la cible, la fameuse cible des 2%, des banques centrales. OK. Alors, le débat est posé. Il n'y a pas consensus, mais une réunion du Conseil des gouverneurs, il n'y a pas toujours de consensus. Donc, on va essayer de reposer l'opposition. Je vais utiliser deux mots qu'a utilisé Éric Bertrand il y a de cela quelques instants. C'est les évolutions de long terme. Si vous dites qu'on est dans un changement, pas dans un épiphénomène, mais dans un changement de cycle, quels sont les éléments structurels qui justifieraient cette évolution? Alors, il y a deux éléments importants qui sont d'ordre démographique. Le premier, c'est que à l'échelle mondiale, ou en tout cas si on prend les 40 ou 50 principaux pays, en termes de production de richesse, on a, depuis un an ou deux, une diminution de la cohorte des grands épargnants, les 35-55 ans, qui gagnent bien leur vie, qui voient leur salaire croître, qui ont donc une épargne disponible importante. Ils ont soutenu la désinflation des 40 dernières années et ils vont commencer à, par la réduction de l'épargne, plutôt nourrir une inflation. Pourquoi? Parce que beaucoup d'épargne, c'est un investissement qui se fait facilement, avec des taux relativement bas, puisque l'épargne est très disponible, donc des gains de productivité, donc de la désinflation. Et là, on arrive exactement à la dynamique inverse, la même que celle qui avait mené aux années d'inflation. Et donc, c'est un concept qui a bien fonctionné dans les deux sens. Et donc, je m'attends à ce que, pour la troisième fois, le troisième cycle, il fonctionne aussi de cette façon-là. Donc, ça, c'est la démographie mondiale. La démographie chinoise, en 1990, il y avait une cohorte extraordinaire, gigantesque, de jeunes gens à intégrer dans le marché du travail. La Chine s'est transformée en pays d'exportation, pas cher, en employant une main-d'œuvre pas chère, et donc en pesant par ça sur l'ensemble des coûts de main-d'œuvre du reste du monde. Donc c'était impossible pour nous d'augmenter les salaires. Ça a aussi été une énorme surprise positive pour les entreprises qui, grâce à ça, ont eu des marges exceptionnelles qui ont justifié les mouvements d'appréciation boursière qu'on a pu connaître. Et après, deux facteurs plus liés au commerce mondial. Le premier, c'est que depuis 10 ans, le commerce mondial a arrêté de croître en volume. Or, la croissance du commerce mondial, c'est la croissance de la spécialisation géographique, donc de la désinflation. Donc Ricardo. Et puis, le deuxième facteur commerce, c'est que pour la première fois depuis un an et demi, on voit une contribution positive à l'inflation de l'e-commerce, du commerce électronique. Alors que jusque-là, c'était une énorme force déflationniste. Il y a un aspect Covid, bien entendu, mais cela dit, sur 12 mois, mois après mois, on voit de la hausse de la contribution des prix de l'e-commerce. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une inversion de long terme? Voilà. Donc des vents dans le dos importants pour l'inflation. Éric Bertrand, est-ce que dans les vents dans le dos, on va regarder les choses un peu avec notre œil européen, mais est-ce que la crise en Ukraine, l'impact que ça a sur l'énergie, ne change pas quand même fondamentalement la donne? Est-ce qu'on n'est pas sorti, mais à la rigueur, on pourrait presque même rajouter la transition énergétique, est-ce qu'on n'est pas sorti d'un monde de l'énergie pas chère? Ça, très clairement, l'Ukraine a été, c'est un point qui accélère ces tendances d'inflation à la sortie du Covid. Ça, on n'aurait peut-être pas eu les niveaux qu'on a eu si on avait eu l'accélération ukrainienne très clairement. Va y avoir des phénomènes durables. C'est-à-dire concrètement, on sent qu'il y a bien une géopolitique de l'énergie qui va se réinstaller. Je vais dire ça avec des mots simples, on va débrancher les tuyaux qu'on avait en direct avec la Russie pour se brancher sur des bateaux. Et il va falloir que la Russie remette des bateaux, des tuyaux à d'autres, puisque c'est un jeu à somme quasi nul à part la demande. Donc cette phase d'ajustement va tendre globalement toutes les ressources énergétiques, le temps que ça s'ajuste avec tous les phénomènes qu'on peut imaginer. Ça, c'est le premier point.
ce qui va continuer d'envoyer, je dirais, des prix de l'énergie assez élevés et donc des indices d'inflation, mais induites par l'offre, c'est ce qui me gêne, toujours assez élevés, avant de se renormaliser progressivement. Le deuxième point... Juste, pour bien qu'on comprenne, quand vous dites de l'inflation induite par l'offre, c'est-à-dire une inflation qui vient par les prix et non pas par une demande excessive, qui va venir des prix un excès de demande de la part des consommateurs. Donc une inflation qui vient par les prix, non pas par... et de leurs répercussions graduelles. Ok. Parce que souvent le démarrage, d'ailleurs, après la question, c'est qu'il faut pouvoir payer cette inflation et que ça retourne dans les marges de l'entreprise, qu'elle augmente les salaires pour pouvoir boucler. C'est cette boucle que je n'ai pas forcément, même si je reçois tout à fait l'argument de déplacement de l'épargne. Le deuxième point qui est important, à mon avis, et qui là, est pour le coup, est sous-estimé, c'est que on voit bien, en incorporant de surcroît le facteur climat, on a un besoin géopolitique et un besoin climatique de se dégager des énergies carbonées. Ça veut donc dire que, je dirais, beaucoup plus rapidement sans doute que prévu, on va s'engager dans une transition énergétique qui va être très coûteuse, parce qu'il va falloir financer énormément de plans d'infrastructure, qui va refaire monter les dites matières premières, et va être en bonne partie financée par de la dette, et qui, de notre point de vue, va être quand même génératrice d'inflation, parce que on va y aller dans la politique de grands travaux, ça va dépenser, et ça sera financé par de la dette, en bonne part, en transition, ce qui est effectivement un facteur de soutien des prix des dites matières premières également. Jean-Louis Delay, sur le changement quand même, j'ai entendu votre position tout à l'heure où vous disiez on va revenir vers une normalisation, mais une normalisation en termes d'inflation qui ne sera pas au niveau des deux. Est-ce que quand même, j'essaie de creuser l'idée des game changers. Est-ce que les crises, et notamment la dernière, c'est la crise en Ukraine, ne va pas fondamentalement changer les choses? Je pense notamment à une économie qu'on admirait tous, c'était l'économie allemande, qui a vécu les 30 dernières années en surperformant très largement l'Europe, et qui aujourd'hui se trouve quand même face à des changements majeurs. L'économie allemande va devoir réinventer son modèle économique, à base d'énergie pas chère, entre autres de l'énergie fossile importée de Russie, avec des dépenses militaires qui étaient aussi plutôt minorées. Donc il va falloir, et des exportations vers l'Asie, enfin des exportations. Donc il va falloir sûrement que l'Allemagne réinvente son modèle économique, et c'est un vrai enjeu pour ce pays. Alors par contre, sur la partie structurelle de l'inflation, moi je rejoins tout à fait là ce que disent mes camarades sur la partie énergie, nul doute, et ça va être un facteur structurel d'inflation. Il y a un deuxième point intéressant, c'est la relocalisation des chaînes de production stratégique, compte tenu des tensions géopolitiques plus importantes qui se mettent en place. Donc on voit bien qu'un certain nombre d'écosystèmes industriels vont être relocalisés soit en Europe, soit en États-Unis pour des questions de souveraineté. On pense bien sûr, l'exemple classique, c'est les semi-conducteurs, mais on peut aussi parler des produits agricoles, etc. Donc il y a un certain nombre de... Et ça, oui, ça va être une source d'inflation. Donc moi, mon propos, c'est pas de dire qu'on va retourner aux 2%, comme je le disais. Structurellement, on va avoir une inflation supérieure à celle qu'on avait. Alors, ça sera peut-être 3-4%, mais elle sera, pour nous, en tous les cas, inférieure aux 8,5% qu'on a en ce moment, qui est là, quand même, où là, on a pris deux chocs, deux crises un peu exceptionnelles, la crise sanitaire, et puis derrière, une guerre en Europe. Ça, c'est quand même effectivement, ça a boosté fortement les prix. Alors, la crise sanitaire, on en dit deux mots. Est-ce que ça change le comportement des entreprises, et en particulier sur cette notion de flux tendu qu'on avait auparavant, qui consistait à dire auparavant tout tourne parfaitement et que désormais il va falloir stocker, et tout ça, ça va avoir un coût, et est-ce que ça peut avoir un effet inflationniste? Eric? Oui. Pour moi, il y a le point de la souveraineté et de la maîtrise de ces chaînes d'approvisionnement. Ça va revenir au centre. Moi j'ai été assez épaté de la résilience des entreprises lors du Covid. L'allure à laquelle elles se sont adaptées était assez impressionnante. Par contre, pardonnez-moi, on leur fait le coup une fois, mais pas deux. C'est-à-dire que maintenant, je pense que beaucoup ne savaient pas forcément très bien d'où venait quelque part en Asie leur production. Là, il va y avoir un traçage, une sécurisation, comme ça a été le cas post-2008 sur tout l'aspect financier. On va l'avoir sur l'aspect approvisionnement des produits semi-finis divers et variés, avec sans doute de la relocalisation, de la diversification. Globalement, ça désempile un modèle qu'on avait anciennement. On allait chercher toujours le prix le plus faible, ce qui conduisait à des concentrations dans les endroits les moins élevés, et donc aux problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc, effectivement, il n'y a plus de désinflation importée qui viendra de ces phénomènes-là.
de la part des entreprises dans le marché, à mon avis. Frédéric, je reviens vers vous, parce que finalement, quand on regarde les champs, il y a quelque part une sorte de consensus, de ce que si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, il y a un consensus autour de la table en disant l'inflation à 2% old school, vraisemblablement, c'est terminé. Vous évoquez un cycle qui est plus long, et là encore, je rebondis sur les échanges. On dit une inflation qui vient de l'offre. Est-ce que, selon vous, on va avoir de la vraie inflation? Parce que j'ai tendance à dire que l'inflation qui vient de l'offre, dans le vocabulaire d'un jargon d'un banquier central, ça s'appelle la hausse des prix, et qu'on transforme la hausse des prix en inflation quand il y a, comme disait Jean-Claude Trichet, le second tour, c'est-à-dire les hausses de salaire. Vous, aujourd'hui, vous dites, on va rentrer dans un schéma où il va y avoir des hausses de salaire? Les Américains y sont très largement. À peu près 7% de hausse des salaires pour une inflation un petit peu au-delà de 8%. C'est presque un accompagnement intégral qu'on comprend bien, des aides fiscales considérables pendant le Covid qui ont créé une surépargne, une épargne excédentaire de l'ordre de 11 à 12% de PIB et une appréciation du patrimoine des ménages, notamment à travers l'immobilier, qui a augmenté les patrimoines d'un équivalent de 100% de PIB. Donc, ce qui fait que le salarié est dans une position extraordinaire de négociation face à son employeur. Dès l'instant où il veut chercher un boulot mieux rémunéré, plus intéressant, il a le temps pour lui. On a vu des quasi-retraités qui pensaient partir à la retraite dans 3 ans, qui sont partis à la retraite tellement ils sont plus riches aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Et donc, on a une main-d'œuvre moins nombreuse, une main-d'œuvre avec des moyens, la capacité de négocier. Et c'est parti, donc avec des anticipations d'inflation aussi qui commencent à s'installer. En Europe, effectivement, c'est différent pour l'instant. 8% d'inflation en Allemagne, 2,5% de hausse des salaires. Ça fait que s'il n'y a pas de compensation forte par les États, on va vite en récession. Et donc on évite à ce moment-là, je pense, la spirale, ou en tout cas l'effet en retour, l'effet de deuxième tour, avec les salaires de M. Trichet. Donc ce sont deux situations qui sont différentes. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on sort d'une période où c'était le tout banque centrale pour réguler l'économie et les marchés depuis 12 ans. Et là, maintenant, on voit très bien que ça redevient une régulation par la dépense publique qui, elle, n'a pas l'air d'avoir beaucoup de limites dans la tête. Autrement dit, on va être très généreux parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas se permettre d'être courageux comme on a pu l'être dans le passé. Ça posera la question et ça nous fait le lien avec les politiques des banques centrales. Jean-Louis, je commence avec vous. On sait tous comment s'est fini l'épisode inflationniste des années 70 par Paul Volcker et des taux serrés au maximum avec des taux réels très élevés pour écraser littéralement l'inflation, ce qui a d'ailleurs fait entre nous le bonheur des épargnants à partir des années 80 sur nombre de produits financiers, en particulier le fonds euro. Aujourd'hui, vous jugez comment les politiques des banques centrales? Il y a deux sujets, le niveau des taux, le niveau de la taille du bilan. Vous les voyez évoluer comment selon les zones? Alors, bon, déjà aux États-Unis, donc on commence le tightening là ce mois-ci, 47 milliards, un peu plus de 47 milliards d'euros, de dollars qui vont disparaître chaque mois, puis après 95 milliards de dollars à partir du mois de septembre, et on part d'un bilan qui aujourd'hui a une taille de 9 000 milliards. Donc on commence à réduire la taille du bilan. 9 000 milliards à 45 milliards par mois, il va falloir quand même un certain temps pour le baisser. Oui, c'est ça. Alors à 95 milliards, ça ira un peu plus vite, ça va faire 1%, ça va faire 1% par mois, voilà. Bon, ça va. Bon, après c'est le début, ça peut augmenter. Et puis après, surtout, il va y avoir des hausses de taux sur un rythme quand même très soutenu aux États-Unis, 50 points de base. Je pense qu'on va aller vite parce que c'est devenu. Les banques centrales sont en retard. Ils l'ont dit, les banquiers centraux l'ont reconnu, et donc ils veulent aller vite pour effectivement lutter contre l'inflation le plus rapidement possible. Et donc ça c'est les États-Unis. La Banque centrale européenne, c'est jeudi ça va se discuter. Attention quand même aussi à la fragmentation des dettes souveraines. Ça, c'est un sujet que la BCE a en tête, puisqu'on a vu que les taux italiens avaient commencé à quand même s'écarter sensiblement des taux allemands. Donc il faut évidemment monter les taux donc après que Draghi ait sauvé l'euro, il va falloir que Lagarde sauve Draghi?
Question, mais prenez attention, parce que remonter les taux pour lutter contre l'inflation, c'est bien, mais attention, il y a quand même, on a aussi la taille des dettes souveraines qui sont importantes, on le sait, après la crise, et jusqu'où peut-on remonter les taux longs avec les questions de budget pour les États. Le remboursement des dettes, c'est le deuxième poste de dépense pour l'État français aujourd'hui, derrière les fonctionnaires. Voilà, bon, c'est important. Éric, est-ce que les banques centrales ont perdu la main ? Première question. Et deuxième question, à quoi ça sert de remonter les taux quand on a une inflation de l'offre ? En quoi la hausse des taux va faire baisser le prix du pétrole ? En rien. Non, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que les deux banques centrales, déjà, sont pas dans le même cycle. La Fed était dans son chemin avec une forme de crédibilité quant à sa capacité à contenir les effets d'inflation issus de la reprise post-Covid. Et l'accélération de la guerre en Ukraine a fait complètement déraper les anticipations des agents économiques d'inflation dans les courbes et les enquêtes. Et ça, la grosse inquiétude des banques centrales, c'est pour ça que je pense qu'elles lutteront, c'est quand on perd l'ancrage des anticipations d'inflation, parce que ça devient autoréalisant. C'est-à-dire que tout en début d'année, quand on fixe les salaires, quand on fixe les prix de ces gammes, on a des chiffres d'inflation en tête, et quand ces ancrages dérapent, là, ça devient autoréalisant. Et donc la Fed a réagi assez rapidement pour très rapidement expliquer que ma priorité, c'est l'inflation, quitte à ce que je fasse un peu mal à la croissance, à tel point que ça m'a même un peu inquiété, même si Powell revient un peu là-dessus maintenant. Et très rapidement, la courbe américaine a été maître tout ce qu'avait annoncé la Fed, et on voit dans les anticipations d'inflation un net reflux après une stabilisation, traduisant le fait que, OK, la Fed fera le job. J'étais en retard, j'ai durci, je suis maintenant à l'heure. En zone euro... Ouais, OK, je suis à l'heure, mais on est quand même très loin de la théorie économique traditionnelle qui consiste à dire que les taux, c'est la croissance plus l'inflation. On n'y est pas encore. Oui, alors ça s'appréhende sur très très longtemps. Non, on n'y est absolument pas encore. Vraiment, c'est de regarder ces inflations anticipées à long terme dans les marchés qui traduisent la crédibilité de la Banque centrale. Pour moi, c'est là où ça dérape. Ça a failli déraper en Europe parce que quand on a eu la hausse des taux concomitante avec celle de la Réserve fédérale, on n'était que sur l'anticipation d'inflation. Sous-entendu, la BCE a tellement peur d'impacter sa croissance et ne sait pas très bien ce que va donner la crise en Ukraine que le marché anticipait globalement, les acteurs anticipaient qu'on allait avoir de plus en plus d'inflation parce que la Banque centrale ferait rien. Il y a 3 semaines, un mois, ils ont appuyé les 2 pieds sur le frein assez nettement. Donc ça y est, on a de premières hausses en juillet, on parle peut-être même de 50, on aura un mois de 3 ou 4 dans l'année. Et là, on voit à nouveau les anticipations d'inflation qui ont commencé à refluer. On recrédite la Banque centrale européenne d'avoir saisi le sujet et d'arriver à le maîtriser à terme, à 2 bémols près, la fragmentation de la zone euro, parce que le niveau absolu des taux peut être assez rapidement problématique sur certaines zones, dans leur capacité à se financer avant qu'on reparle de problèmes en zone euro. Et plus globalement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut bien voir que la BCE regarde non seulement les niveaux d'endettement, regarde son bilan, mais également regarde la charge de la dette dans le budget annuel des États. Parce que c'est simple, cette charge de la dette, elle est allée sur longue période, mais ça va assez vite augmenter. Une grande partie du financement de la dépense publique vient de la baisse des taux et de la baisse du service de la dette. C'est-à-dire que la dette a augmenté, mais on paye encore toujours moins cher par an. Là, quand ça va réaugmenter, c'est simple, c'est plus d'impôts ou moins de prestations sociales. Dans les 2 cas, en Europe, ça ne va pas être simple. Frédéric, qu'est-ce que vous répondez ? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit, les banques centrales ont perdu la main. Désormais, on sent bien que c'est les politiques budgétaires qui sont en train de faire le job. Donc ça veut dire les déficits. Les déficits, il faut les financer. Et d'après ce que je comprends, finalement, les banques centrales, qui étaient un gros financeur, sont en train de dire, désormais, jouez sans moi. Oui. Donc les banques centrales, notamment, la diminution du bilan de la Fed, ça va passer en bonne partie par les mortgage-backed securities, donc des produits à maturité longue, qui vont avoir un vrai effet dans le temps sur la partie longue de la courbe. Ça aura donc aussi un effet qu'on voit déjà sur le marché immobilier, en baissant largement l'accessibilité à la propriété, mais en ayant, paradoxalement, un effet inflationniste via l'augmentation des loyers, puisque si vous ne pouvez pas acheter, il faut absolument que vous trouviez une maison à louer, et donc les loyers montent. Et ça, c'est une corrélation très forte entre l'accessibilité à la propriété et les loyers. Et c'est un facteur essentiel de l'inflation. C'est plus une réponse sur l'inflation que sur la soutenabilité de la dette. Mais globalement, il y a une question positive qu'il ne faut ne pas oublier. C'est que, admettons que les banques centrales et les gouvernements arrivent
à gérer aussi bien que possible le taux de croissance nominal de l'économie. On aura une croissance nominale forte avec une bonne composante d'inflation et une composante de croissance réelle, celle dont on parle toujours. In fine, si on gère à peu près bien, on peut très bien réduire par là le ratio dette sur PIB. Et donc finalement aboutir à une situation qui ne soit pas aussi tendue que celle qu'on anticipe aujourd'hui sur la question de la dette. Alors, on lance le sujet là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le schéma, c'est de jouer 3% d'inflation et 2% de croissance réelle, ce qui fait une croissance du PIB global de 5%. Et on se dit que si on arrive à mettre en place ce scénario, on s'en sort à peu près? En tout cas, si on regarde encore les années 70, sur toute la période d'inflation, le ratio dette sur PIB n'augmente pas. Alors qu'il y a des récessions profondes, le ratio dette sur PIB n'augmente pas. Est-ce qu'on revient dans le... Eric, réaction là-dessus? Ce point, il est fondamental. C'est l'efficacité de la dette publique, en fait. Absolument. C'est-à-dire que si vous vous endettez, mais qu'à la fin, ça ne fait pas de croissance, vous avez ce qu'on fait depuis quand même quelques années. Vous êtes asphyxié par le service de la dette et vous avez besoin du banquier central pour maintenir les taux en bas et que ça ne coûte pas trop cher. Si en revanche, quand vous empruntez, vous faites de la dépense d'investissement qui génère de la croissance réelle à terme, là, effectivement, vous allez générer de facto des recettes qui vont s'incrémenter de cette inflation et qui, dans le fameux ratio dette sur PIB, redonnent de la soutenabilité à votre charge de dette. D'où l'importance d'investissements forts et de long terme, qu'on pourra l'avoir sur la transition énergétique ou pas. Jean-Louis Delay, petite question très simple pour conclure ce sujet autour de l'inflation et autour de la macroéconomie. Est-ce qu'on va redécouvrir les cycles économiques ? C'est-à-dire le fait de se dire, il y a de la croissance, puis il y a de l'inflation, et puis finalement de sortir des schémas qu'on connaît actuellement où les banquiers centraux ont des politiques monétaires relativement monocordes. Ce qui est sûr, c'est que les banquiers centraux sont plus en difficulté pour gérer aujourd'hui l'économie qu'ils l'étaient ces dernières années, avec tout ce qui nous arrive. Donc effectivement, ils amortissaient jusqu'à présent, les cycles économiques étaient amortis par les politiques monétaires des banques centrales, ils essayaient de lisser ça. Bon, là, on est dans une situation plus atypique, je dirais, et il y a de bonnes chances quand même qu'on ait des cycles économiques plus heurtés, enfin voilà, plus de cycles économiques que ce qu'on a eu dans le passé. Juste, ça veut dire qu'après, dans un laps de temps relativement bref par rapport à la remontée des taux actuels, on pourra avoir des baisses? Frédéric Leroux? Oui, mais on va être déçus. Je crois qu'on va être déçus tant par le repli de l'inflation que par les baisses de taux. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on renormalise. Vous disiez tout à l'heure, les taux d'intérêt, c'est la croissance plus l'inflation. On en est très 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 loin. Et globalement, dès l'instant où le QI se termine, se remplace par un QT, forcément, on va retrouver des niveaux de taux d'intérêt qui seront bien plus en lien avec l'inflation et la croissance. Donc, il y a plutôt du chemin vers le haut que vers le bas. J'ai envie de dire, quoi qu'il arrive. OK, on va regarder ça tout à l'heure dans vos allocations d'actifs. Éric Bertrand, je me tourne vers vous. On close ce chapitre qui est inflation et plutôt pays occidentaux. Je voudrais qu'on ouvre il est 53. Je voudrais qu'on ouvre une parenthèse sur la Chine. Parce que c'est un acteur économique mondial non négligeable, dont la situation économique est plutôt bif-bof actuellement. On aurait presque tendance à dire que, vu l'inflation en occidentale, c'est presque une chance. Comment vous voyez ce qui se passe en Chine actuellement ? La Chine est dans une séquence très coûteuse. Il y a eu d'abord la reprise en main, je dirais, politique et stratégique de Xi Jinping avec l'ensemble des mesures qu'il a pu faire sur l'immobilier, l'alimentation, la tech, qui ont quand même mis des coups d'arrêt assez nets. Il y a eu toute la politique Covid dont il a fait un argument d'opposition et de construction face à l'Occident dans la gestion du Covid. Sous-entendu, notre modèle est bon, on sait le faire respecter, à la différence, et c'est dans les textes, de ces démocraties occidentales qui ne savent pas très bien gérer leur population. Et donc là, aujourd'hui, il y a un entêtement, je dirais, dans la politique zéro Covid, malgré un variant très volatile Omicron, et un vaccin un peu défaillant, qui a beaucoup pesé. En revanche, la Chine, ils sont très, très pragmatiques. Il faut bien avoir en tête qu'en octobre ou novembre, on a le congrès du Parti communiste qui visera à renommer le successeur de Xi Jinping. On pense tous que ce sera globalement lui-même avec peut-être des amendements. Il est donc sur une ligne dure en attendant
cette nomination. Il y en a déjà beaucoup dans les cours, de notre point de vue. On sent que du point de vue du variant, c'est en train quand même d'aller un peu mieux. On va sans doute déconfiner, ça va refluidifier. On voit bien la réaction des marchés sur le front de la croissance. Il y a déjà eu des mesures de soutien assez rapides. On peut donc imaginer que les marchés devraient sans doute anticiper à 6 mois, un avenir meilleur sur le développement économique de la Chine une fois qu'on aura passé le congrès du Parti communiste. Frédéric Leroux, ça vous tente? Oui, en fait, comme parler de l'inflation comme je le fais, ça peut sembler un peu négatif, ce qui n'est pas forcément vrai. J'ai envie d'être un peu positif là-dessus. Et en fait, depuis 2008 notamment, on s'aperçoit que l'économie chinoise évolue un peu en antiphase avec l'économie développée. C'est la Chine qui a sorti le monde développé de la crise de 2008 en faisant un plan de relance de 20% de son PIB. Toujours pas sorti d'ailleurs des déséquilibres provoqués par cet effort énorme. Et ce que je me dis, c'est qu'effectivement, avec la perspective du congrès du Parti communiste, Xi ne peut pas arriver avec une situation hors de contrôle sur le plan sanitaire. Par contre, il peut arriver avec une croissance décevante. Mais ce qui peut arriver à ce moment-là, c'est qu'à partir d'octobre, novembre, à partir du congrès passé. Ouais. Oui, mais surtout, ça veut dire que c'est au moment où peut-être nous, dans l'Occident, on aura besoin d'un soutien extérieur, parce que c'est à ce moment-là qu'on remerciera les Chinois. Ben, c'est pas impossible que en fait les choses se goupillent relativement bien. Vous achetez? Nous, on est plutôt, on redevient un peu positif sur la Chine. Pourquoi? Parce que on voit qu'effectivement, il y a des mesures de soutien qui se mettent en place en faveur du nouveau congrès. La réouverture là, qui commence à se mettre aussi en place dans certaines grandes villes. Une bonne nouvelle, je crois, qui a été annoncée aujourd'hui, c'est un vaccin chinois qui vient d'obtenir, enfin, qui est soutenu par l'OMS. Donc, ils auraient peut-être la possibilité, puisque là, c'est un vaccin chinois, donc là, on pourrait vacciner. C'est pas Pfizer, donc là, ça leur donnerait la possibilité de vacciner plus efficacement leur population. Et puis, c'est le plan de relance. Et donc, effectivement, la tech aussi, on voit qu'ils s'assouplissent un peu leur pression sur certains secteurs, dont la tech. On voit les cours d'actions technologiques chinoises qui rebondissent pas mal. Donc effectivement, ça nous semble un marché sur les actions qui peut valoir le coup, d'autant plus qu'il n'est pas très cher. Ok, 56, il nous reste 10 minutes. On a fait de la macro, on a parlé de la situation chinoise. On va maintenant faire de l'allocation d'actifs. Je vais poser des questions entre guillemets simples à chacun. Jean-Louis, vous nous parlez beaucoup de valeurs de croissance, historiquement, dans ces réunions de G3 Bourse. Les valeurs de croissance, traditionnellement, elles sont pénalisées par les environnements de hausse des taux. Aujourd'hui, quelles sont les typologies de valeurs qui vous intéressent le plus? Alors, les valeurs de croissance, je pense qu'il faudra... C'est un peu trop tôt pour y revenir. Là, elles ont été très pénalisées par la hausse des taux d'intérêt à long terme forte. On est passé de 1,51 sur les taux à 10 ans aux US à... flirte aujourd'hui avec les 3%, comme on le disait. Donc, effectivement, ça a eu un impact, non pas sur l'opérationnel, parce que leur opérationnel est plutôt toujours bon, mais juste sur ça a comprimé leur ratio de valorisation. Et on a vu une performance assez décevante depuis le début de l'année relatif au marché. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense qu'il faudra y revenir à un moment donné quand on aura atteint le pic sur les taux d'intérêt à long terme et qui se stabiliseront. Parce que là, effectivement, leurs fondamentaux reprendront le dessus, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt aujourd'hui. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'appelle les belles endormies, sont effectivement les entreprises dont le chiffre d'affaires a une croissance assez modérée, en ligne avec la croissance du PIB. C'est pas très excitant. Mais par contre, elles présentent, à mes yeux, quatre atouts principaux. Premièrement, elles sont pas chères. Leur valorisation est très raisonnable. On est sur des price earning ratio. C'est quoi? C'est du télécom, des utilities, des choses comme ça? Télécom, utilities, pharma, qui génèrent des free cash flow, des flux de trésorerie disponibles très importants, résilients, et puis qui sont capables de verser, du coup, et d'offrir à leurs investisseurs des dividendes attractifs et sécurisés. Et en plus, elles présentent l'intérêt d'être nettement moins volatiles que le marché, d'une façon générale. Donc je trouve que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, ça me semble plutôt intéressant. Donc vous dites que les belles endormies vont se réveiller. Frédéric, je me tourne vers vous. J'ai entendu que vous aviez tenté de nous mettre une petite touche positive dans votre discours, parce que qui dit inflation durable dit taux d'intérêt élevé, dit en général donc défavorable pour les valeurs de croissance, mais en grosso modo défavorable pour tout, parce que tout a été irrigué par de la liquidité. Dans un environnement comme ça, on n'a pas envie d'acheter de taux, puisque les obligations à taux fixe sont pénalisées. Qu'est-ce qu'on fait dans votre scénario? Alors dans mon scénario, d'abord, tant que l'horizon n'est pas clairement éclairci par une correction plus profonde des actifs risqués, parce que je pense qu'on n'y échappera pas, on maintient un taux d'exposition au risque faible, donc un gros niveau de couverture. Je pense que c'est la première décision.
La seconde décision, c'est de gérer l'obligataire dans la perspective de taux tendanciellement plus élevés. Et on arrive par exemple sur une semaine comme la semaine dernière où les taux allemands prennent 30 centimes sur toute la courbe à produire des gains sur les portefeuilles de taux. Voilà, c'est de la gestion active. Hein. Et puis un troisième élément important, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est que les belles endormies, les chiens américains, les gros rendements ont une belle carte à jouer. Si on repart vers les années 70 et qu'on regarde un petit peu le comportement des types de valeurs, on s'aperçoit que les valeurs qui produisent un dividende yield important, un rendement, un dividende important, surperforment très sensiblement le marché. On s'aperçoit que ce qui souffre, c'est la valorisation. Donc ce sont les price earnings qui baissent, malgré le fait que globalement les entreprises fassent croître leurs résultats. Mais l'effet price earnings qui se contracte est plus important que la croissance de la profitabilité. Et donc il faut bien chercher là-dedans ce qui a été délaissé, sous-valorisé pendant toutes ces années de désinflation, et désapprendre un petit peu tout ce qu'on pense avoir appris et revenir sur des anciennes recettes. La désinflation a duré 40 ans. Il n'y a quasiment personne dans les marchés professionnels aujourd'hui qui ait connu ce qui s'est passé en 80. Et donc, regardons quand même dans nos livres d'histoire comment ça fonctionnait. Éric Bertrand, le sentiment chez Ophi, j'ai regardé grand angle. Il y a pas mal de classes d'actifs qui sont à neutre, mais ça, c'est la photo actuelle. La dynamique, elle est comment ? Nous, on n'a pas de tendance sur les actifs risqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, on est dans un schéma d'affrontement inflation versus croissance et banque centrale. On a des positionnements très défensifs globalement de l'ensemble des acteurs, donc il n'y a plus grand-chose à vendre. On a quand même des bénéfices qui se tiennent bien, on va avoir des révisions qui restent encore bien orientées, même si le deuxième trimestre sera plus compliqué, mais il y a des effets de base. On a des multiples qui ne sont pas très élevés, donc sur du moyen terme, on a envie de l'acheter ce marché, mais inversement, on a quand même de grosses incertitudes. Est-ce qu'on est sur les pics d'inflation ? Est-ce qu'on va pas avoir une réaccélération des prix, donc une réaccélération des banques centrales et une recorrection ? Et donc au global, on est dans un épisode de volatilité qui, pour moi, dans un marché qui à un moment va attraper l'inflation, les banques centrales ou le ralentissement. Donc on n'a pas envie d'y entrer, mais on n'a pas envie d'y sortir. On ne voit pas de tendance très claire aujourd'hui, donc courage fuyant, sur ces marchés, très clairement. On sera plus à se positionner de façon contrariante en cas d'accélération ou de rebaisse des marchés aujourd'hui. Allez, question d'un CGP qui nous demande votre sentiment sur le dollar. Alors, il nous le demande à 1 an, 3 ans, 5 ans. On ne va peut-être pas tous les faire. Cela dit, tendance sur le billet vert. On a vu qu'il avait fortement progressé et qu'il est un peu revenu en arrière. Alors, je peux vous faire une prévision extrémiste. Comme on l'a fait il y a 4 ou 5 mois. Je vois une très belle cible à 0,86 à moyen terme. 0,86, en gros, c'est les bas de 2000-2002 pour l'euro. Donc un dollar fort. Un peu paradoxal, puisque en fait, ça favoriserait une gestion globale anti-européenne, finalement, dans un moment où on a plutôt envie d'être quand même en Europe, parce que c'est là qu'on a le moins de valeur de croissance et le plus de valeur cyclique value. Mais voilà, 0,86 à moyen terme. Ok, je lance le débat très rapido sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut réassister à des mouvements de change qui sont forts ? Ce qu'on n'a pas connu quand même pendant une grande période et qui est un peu des choses qui peuvent se mettre en place. Parce qu'on peut corriger pas mal de choses d'un point de vue macroéconomique par les devises. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le yen touche son plus bas contre le dollar. Donc ça, c'est aujourd'hui. Donc, c'est des mouvements forts, oui, il y en a. C'est le plus bas historique. Et je partage plutôt l'avis de vos confrères là, sur le dollar. Nous, on a remis des positions en dollars dès le mois de février, en estimant qu'effectivement, le différentiel des taux d'intérêt, des taux courts, allait effectivement augmenter entre les États-Unis et la zone euro, compte tenu de la politique monétaire agressive de la Fed, et puis aussi compte tenu du fait que quand il y a une guerre en Europe, les investisseurs américains rapatrient leurs capitaux vers la maison mère, vers les États-Unis, et ça provoque des flux financiers favorables au dollar. D'autres classes d'actifs qui semblent intéressantes quand même. L'or, il me semble... Alors justement, j'allais lancer le sujet. Donc l'or, vous me dites, vous voulez votre deuxième ? L'or, moi, ça me semble très intéressant. Performance décorrélée des marchés d'actions et de taux d'intérêt. Et quand la volatilité augmente sur les marchés obligataires actions, l'or est une valeur refuge par les investisseurs. Et en plus, les taux d'intérêt réels sont négatifs aux États-Unis. Donc ça, c'est favorable. Et puis, bien sûr, les obligations indexées
inflation qui profitent des anticipations de hausse de prix des biens et des services dans la zone euro, par exemple. Allez, dernier petit tour de table, très rapide, on prend 45 secondes, puisque Jean-Louis vient de parler de l'or, tout le monde se pose la question, tous les CGP, tous les investisseurs se disent, dans un environnement inflationniste, etc., la solution, c'est d'acheter des matières premières et d'acheter de l'or. Vous avez des fonds chez vous, chez OFI-AM, quel est votre sentiment sur le sujet? L'or, il a 3 vertus, il est corrélé au taux réel. Et là, tant qu'ils n'ont pas fini de remonter, ça peut piquer un peu, d'où la redescente très récente de l'or. Ils ont une protection contre l'inflation, parce que c'est un actif réel. Et je dirais que quand on a peur de tout, on achète la valeur refuge qu'on met sous le matelas. La relique barbare. Aujourd'hui, sur un grand morceau des taux réels à la hausse, de notre point de vue, a été fait à court terme. Donc c'est la correction qui aujourd'hui nous paraît à nouveau intéressante sur l'or, et plus globalement sur l'ensemble des métaux, pour porter un propos dérapage, inflation, matières premières qu'on évoquait notamment, ça nous paraît tout à fait intéressant dans les années qui viennent. Ok, chez Carmignac, il y en a eu beaucoup à une certaine époque. Et on y revient. Et d'abord, alors avant de parler de l'or, je suis content d'entendre quand même que le risque, c'est comme l'inflation qui dure, hein, dans les réponses de mes confrères. Donc, voilà. Et sinon, sur l'inflation, on peut trêve de plaisanterie, 2 choses. On s'aperçoit que sur le très long terme, l'or fonctionne bien lorsqu'il y a une corrélation positive entre les actions et les obligations, notamment lorsque les actions baissent parce que les obligations baissent parce que les taux montent. Et là, l'or est très bien. Et ça, sur le très long terme, c'est magnifique. Premier point. Deuxième point, l'or aurait pu être bon depuis plus longtemps, mais il y avait les cryptocurrencies qui ont été un vrai concurrent de l'or, qui ont capté, je pense, une bonne partie des flux défensifs. Or, maintenant, ce qui se passe... Le truc barbare, mais qui n'était pas une relique. Oui. Et donc là, ce qui change, c'est que les cryptocurrencies ont surfé sur la vague liquidité qui est en train de se retourner. Le QT va être un assassin des cryptocurrencies. Et donc l'argent qui voudra vraiment chercher un refuge ira sur l'or. Et les cryptos n'ont pas fini de souffrir. Ok, super. Merci beaucoup à vous trois. 19h.